Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Inciter les gouvernements et les citoyens à prendre des mesures pour limiter l'impact des activités humaines sur le climat, c'est l'objectif de la Journée mondiale du climat, célébrée ce 8 décembre. 4e édition de TEDx Talk 2020, c'était ce week-end à Cotonou. C'est une rencontre au cours de laquelle des spécialistes partagent leurs expériences sur le développement de l'Afrique. Le conte, un véritable art qui relate des récits dans le but d'instruire ou distraire ceux qui écoutent. Même s'il est en voie de disparition, le conte occupe une place importante dans la société. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, 8 décembre, c'est la journée mondiale du climat. C'est une initiative de plusieurs organisations non gouvernementales. C'est donc une occasion de rappeler la menace bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour en limiter les effets. Plus de précisions dans ce reportage. Le climat change constamment et ces changements se font à une vitesse jusque-là inégalée. L'accélération des changements climatiques est causée par l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le climat, c'est l'ensemble des conditions météorologiques qui caractérisent l'atmosphère au-dessus d'un lieu. C'est la pluie, les précipitations, les vents et l'humidité. Mais l'atmosphère n'a pas de frontières, de sorte que les gaz qui sont rejetés dans l'atmosphère au Japon, aux États-Unis et en Chine, un peu partout, nous recevons les effets de ces gaz-là chez nous. Les changements climatiques affectent tous les pays et le Bénin n'est pas épargné. Quand vous observez au niveau du Bénin, les saisons ont connu ce que nous appelons des décalages. C'est-à-dire, nous avons des retards au niveau des pluies. Et il y a des excès pluviométriques. Et c'est ça qu'on appelle les excès, n'est-ce pas, hydroclimatiques. C'est-à-dire, au moment où il doit pleuvoir, il ne pleut pas. Il pleut au moment où on ne l'attend pas. Au moment où on est en pleine saison sèche, on peut avoir des pluies extrêmes qui arrivent, qui créent des dégâts, des inondations, tout ça. Donc, ça veut dire que le climat est en train de bouger. Tout ce qui était en place, tel que ça se passait normalement, on sait que ça, c'est la saison des pluies. Ça doit durer telle période. À cela succède la saison sèche. Ça doit durer telle période. Tout est bouleversé aujourd'hui et la conséquence est qu'aujourd'hui, les paysans ne maîtrisent plus le calendrier des semis. Il est urgent de prendre conscience que la terre ne nous appartient pas et de mener des actions afin de réduire les effets des changements climatiques. On détruit beaucoup de nos forêts aujourd'hui et il faut reforester. Ça dit quoi? Il faut éliminer le CO2 pour atténuer ou réduire de façon quand même considérable le réchauffement. Parce que la cause de tout ce que nous observons aujourd'hui, qu'on appelle dérèglement climatique, changement climatique, avec tous ces effets dont nous venons de parler, c'est le réchauffement de la planète. Or, pour diminuer le réchauffement de la planète, il faut les arbres. La journée du 8 décembre est donc une occasion pour sensibiliser et agir pour l'environnement. Plusieurs mouvements appellent à cet effet à une journée de mobilisation en faveur du climat. Cotonou était samedi dernier le carrefour de la 4e édition de TEDx Talk 2020, une conférence au cours de laquelle plusieurs spécialistes dans les domaines de la santé, du cinéma, du numérique, de la communication et du coaching ont partagé avec le public leur parcours, leurs expériences et leurs visions du développement de l'Afrique. Quelques orateurs se sont confiés à Rodrigue Gnodoumen et Patrick Adjagbojo. Aujourd'hui comme hier, les femmes contribuent au développement de la société béninoise. Elles représentent plus de 60% de la population active, notamment en milieu rural. Et pourtant, elles sont aussi les plus touchées par la pauvreté. La femme fait partie
du pourcentage le plus affecté en matière de pauvreté. Si on en croit les statistiques du Programme des Nations Unies pour le développement, c'est 47 millions de femmes supplémentaires qui tomberont dans l'extrême pauvreté suite à la crise que nous traversons actuellement. Les femmes béninoises veulent que leur capacité de créer de la richesse et de l'emploi soit reconnue et encouragée. C'est pourquoi cette enseignante à l'université de Parakou attire ici l'attention de tous sur l'importance de repenser les politiques de l'autonomisation des femmes. L'objectif, c'est d'avoir une meilleure allocation des ressources, d'aider toujours les femmes, de renforcer leurs capacités, de les autonomiser. Il y a déjà des actions en cours, mais ces actions ne sont pas toutes percutantes. Il faut s'arrêter à un moment donné et voir ce qu'on y a gagné, quelles sont les corrections à apporter et réorienter les actions. Réorienter les actions pour l'autonomisation des femmes, oui, mais aussi celle du secteur du cinéma. C'est le souhait de Seydou Tossou, ce jeune acteur béninois qui a fait ses preuves à Hollywood dans le film intitulé « Et si on s'en sortait ». Moi j'ai 12 balles, vous avez combien sur vous? Les mecs qui partent en week-end avec 25 balles dans la poche, c'est quoi le délire? Ce film est pour Seydou Tossou la porte d'entrée dans la grande sphère du 7e art. Le jeune béninois commence par rêver grand pour son pays. Au Bénin, le pays du vaudou, du fa, de Béanzin, des Amazones, toute cette richesse en fait culturelle n'est pas exploitée à l'écran. On a assez d'histoires au Bénin pour faire des films pendant 1000 ans. À Hollywood, par exemple, c'est pas la même chose. Ils sont obligés de faire de la fiction, ils sont obligés d'aller prendre du contenu ailleurs. Nous, le contenu, on l'a. Le cinéma béninois a du potentiel, certes, mais il faut d'abord former les acteurs. Ça passe par le métier du scénariste, au réalisateur, au chef opérateur, à l'ingénieur son, aux acteurs, aux stylistes, aux costumiers, etc. Malheureusement, si ces formations n'existent pas, comment les gens peuvent apprendre justement? Ils doivent apprendre par eux-mêmes. Et ça cause en fait de l'à peu près. Pour éviter cela, TechDesk Cotonou se positionne comme l'événement qui aura permis à ces orateurs de partager avec le public leur parcours et leurs expériences. Chaque talk qui est conçu à travers un événement TEDx va promouvoir une idée donnée pour un objectif donné. TEDx Cotonou a pour finalité d'éveiller les esprits et d'aider chaque participant à passer à l'action dans son métier. L'art oratoire, je l'annonçais dans les titres, est un moyen à travers lequel celui qui les est se transmet des sentiments et des émotions. Ce dernier met un point d'honneur sur la culture et les problématiques de la société, jadis utilisé par nos aïeux pour se divertir, tout en éduquant. Le conte est petit à petit en train de disparaître. Pourtant, nul n'ignore son importance. Boris Agossadou, ingénieur culturel, se prononce ici sur le rôle et la place des arts de l'oralité au sein de la société. L'oratoire, c'est tout ce qui est en rapport au récit, à la voix. C'est l'art de communiquer, de transmettre, n'est-ce pas, une conviction, une idée, à travers la voix, à travers les gestes, à travers les émotions. Après, la colonisation faisant son chemin, Senghor, principalement, et toute une catégorie d'écrivains ont connu l'écriture, et ceux-là étaient les pionniers de la vraie oralité, parce que c'est eux qui ont transcrit, c'est eux qui ont remis ce que les anciens disaient, voilà, c'est eux qui ont mis ça dans des bouquins. Le rôle de l'art oratoire, c'est comme tout art, c'est de changer des comportements, n'est-ce pas, de décider, de permettre, n'est-ce pas, à ceux qui peuvent décider de décider, c'est de développer. C'est de changer, n'est-ce pas, des méthodes de vie, des comportements de vie, d'adopter des bonnes pratiques. Ils ont toujours à la fin ou au début une leçon de morale. Une leçon de morale. Et quand vous écoutez vous suivez cette leçon, alors là, vous changez. Au moins, vous vous rappelez qu'il y a telle chose qui a été dite à un moment donné par tel orateur, le conteur, il peut, sur des faits de société, peut se décider, n'est-ce pas, de parler, par exemple, de ceux qui brûlent le feu,
ou ceux qui ne s'arrêtent pas au feu de trucs, voilà, vous comprenez, ceux qui urinent en pleine rue, vous voyez, ceux qui, voilà. Donc, forcément, ceux qui s'y intéressent et s'y collent changent. Hors du Bénin en Afrique du Sud, le leader mondial de l'éducation sur le cannabis médical vient d'ouvrir le tout premier campus éducatif consacré au cannabis sur le continent africain. La Chiba Cannabis Academy ouvrira ses portes en mars 2021 sous la coupole de l'Université de Limpopo et du PAC. L'académie va proposer des programmes de bourse et des ateliers dans les townships et les zones rurales. Les initiateurs espèrent que les petits agriculteurs et les communautés seront formés pour jouer un rôle significatif et rentable dans la production d'une variété de produits liés au cannabis. L'Afrique produit au moins 38 000 tonnes de cannabis par an, alors que plusieurs États continuent de réprimer l'activité de production et de consommation. Les principaux producteurs d'Afrique subsaharienne sont le Nigeria, le Ghana, le Mozambique, le Zimbabwe, le Malawi, l'Afrique du Sud et le Lesotho. Et nous restons en Afrique du Sud pour parler du VIH-Sida. La situation s'améliore dans ce pays, par exemple, où la maladie est la plus répandue au monde. Où en sont les traitements et les recherches pour un éventuel vaccin, en particulier sur le continent africain? Plus de précisions dans ce reportage de nos confrères de France 24. En Afrique, les femmes ont 2 fois plus de chances d'être infectées par le virus du sida que les hommes. Dans ce centre universitaire de Johannesburg, on leur a peut-être trouvé un produit miracle. Cette chercheuse a mis au point une piqûre de cabotegravir, une substance qu'elle administre tous les 2 mois pour éviter la transmission du sida. Plus de 3000 femmes ont été testées dans 7 pays d'Afrique. Les résultats sont spectaculaires. Ce sont les résultats les plus impressionnants pour les femmes que j'ai vus dans ma carrière. Je suis convaincue que nous pouvons réduire, voire même éliminer, la transmission du sida aux femmes. Les scientifiques se concentrent sur les plus vulnérables, les femmes, mais aussi les enfants. On produit désormais des granules au goût framboise, plus pratiques à avaler que les comprimés. Pour l'industrie pharmaceutique, il est bien plus difficile de soigner les enfants que les adultes. Techniquement, c'est très compliqué. Il faut savoir qu'un enfant qui pèse 5 kilos prend un dosage complètement différent d'un enfant qui en pèse 7 ou 10. Les activistes sud-africains se battent depuis plus de 20 ans pour que les séropositifs soient soignés gratuitement. La transmission du sida mère-enfant est une bataille presque gagnée. Depuis la généralisation des traitements, seulement 1% des bébés sont contaminés par leur maman. Une victoire que l'on doit à des médecins comme Glenda Gray, pédiatre à l'hôpital de Soweto dans les années 90. On a travaillé dans ce domaine à un moment où le gouvernement ne voulait pas croire que le VIH provoquait le sida. C'était subversif de travailler dans ce domaine à l'époque. Grâce au progrès scientifique et à la volonté politique, le sida est presque devenu en Afrique du Sud une maladie comme une autre. Retrouvez ce journal sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.